Et bienvenue à ce journal à la une de l'actualité de ce lundi. Quelques mois après la reprise des cours dans les écoles et collèges du Bénin, le taux de grossesse grimpe de plus en plus, un phénomène qui inquiète les acteurs éducatifs, mais aussi et surtout les parents. Vous aurez les précisions d'un spécialiste sur le sujet. Terminus, tout le monde descend pour le festival départemental des jeux ludiques du Mono. C'est la commune d'Atiémé qui a accueilli les participants venus des 6 communes de ce département. Et du côté de la Belgique, les habitants de Bruxelles ont protesté hier contre les nouvelles restrictions sanitaires. Plus de détails dans cette édition. Merci de l'attention que vous portez à Eden Télévision. Violence en milieu scolaire entre élèves et professeurs. La déviance devient récurrente. Pas plus tard que la semaine dernière, un élève a levé la main sur son professeur au collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou. Une situation qui inquiète désormais plus d'un, ce qui amène la population à se poser la question de savoir si est-ce de la délinquance juvénile. Réponse de Irénée Maoulik Montor, spécialiste des questions éducatives dans cet élément de Juste Defodji. Difficile à croire mais vrai, c'est désormais fait courant des élèves qui lèvent la main sur leurs enseignants. Une situation qui pourrait s'expliquer par un problème éducatif et la démission des parents. Les mobiles, les justifications de ces gens d'actes, c'est quoi? Vous savez, il y a le problème de communication au niveau des familles. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas le temps, la famille n'est plus la famille d'alors, donc on ne communique pas, on ne parle pas avec les enfants et les enfants développent une aptitude d'auto-éducation. Vous voyez, ils font dans la déviance, ce qui n'est pas bon. Et aussi, certains enseignants aussi qui ne font pas preuve de professionnalisme. Des enseignants qui n'arrivent pas à influencer positivement leurs apprenants. Les enseignants qui font peut-être qu'ils vont chercher les filles qui sont des copines des élèves. Vous savez, c'est des questions qu'on ne parle pas, mais qui peuvent amener les élèves à aller à cette dérive. Malgré les conséquences qui découlent de ces actes conduisant parfois à l'exclusion de l'élève de tout établissement d'enseignement public, il est nécessaire que chaque acteur du système éducatif joue convenablement son rôle pour endiguer le mal. Ces situations déplorables, ce n'est pas des situations vraiment déplorables. Il faut que les parents soient vraiment... Désormais, j'invite alors les parents à plus de responsabilité, à communiquer à la maison avec leurs enfants. Vous voyez, et les enfants aussi, à suivre vraiment les conseils des parents. Et les enseignants maintenant, les invite à faire beaucoup de professionnalisme, à faire de leadership, influencer positivement, faire preuve de bonne gouvernance de la pédagogie et être aussi parents à l'école pour éviter ces actes qui dénaturent effectivement la vie éducative dans notre pays. Il est opportun que l'élève respecte son enseignant qui, dans son rôle d'éducateur, est à l'image du père et de la mère. De la même manière qu'il est inadmissible que l'enfant lève la main sur ses parents, c'est de cette façon qu'il lui est interdit de lever la main sur son éducateur. Dans le même registre et quelques mois après la reprise des cours dans les écoles et collèges du Bénin, le taux de grossesse grimpe de plus en plus. Un phénomène qui inquiète les acteurs éducatifs, mais aussi et surtout les parents. Serge Defodji, spécialiste des questions jeunesse et éducation sexuelle, évoque ici les raisons qui sous-tendent cette flambée. On l'écoute. Nonobstant les efforts du gouvernement, des ONG qui sont engagés contre les cas de grossesse en milieu scolaire, nous ne continuons pas à assister à ces cas-là qui prennent également une ascendante et inquiétante, assez inquiétante. Lorsqu'on cherche à savoir les raisons, à toucher du doigt les raisons, on comprend aujourd'hui que le monde est dominé par beaucoup d'influences extérieures sur les enfants, à savoir les réseaux sociaux, la télévision, la société. Donc si cet enfant n'a pas reçu une bonne base d'éducation dans sa cellule familiale qui constitue la famille, qui constitue la première cellule d'éducation, l'enfant n'arrive pas à résister devant ces influences extérieures-là. À ajouter à toutes ces causes, on peut parler également du gain facile, c'est que la facilité pour les jeunes filles de ne pas se déranger pour trouver de petits sous, pour s'acheter les mèches, des choses à la mode. Parce que vous voyez les auteurs, en grande majorité, les auteurs de ces cas de grossesse sont les apprentis, tailleurs, menuisiers et autres, qui leur donnent juste des petits trucs. Sans oublier
aussi le cas des professeurs et des élèves, des professeurs qui influencent, qui harcèlent ces enfants. Or, ils devraient sensibiliser, ils devraient éduquer l'enfant, ça ne se passe plus comme ça. Mais même si là, il y a une lueur d'espoir qui vient nous égayer au regard de la législation qui vient d'être instruite au Bénin, qui punit sévèrement les relations élèves et professeurs. Il faille aussi interpeller la conscience de ces enfants et leur montrer que c'est leur avenir qui est en jeu. Je pense que après juste 2 mois de cours, nous assistons à de pareils cas, à cette flambée de cas de grossesse. Il y a lieu de s'en inquiéter et d'interpeller les gouvernants, d'interpeller les ONG. Allons à présent dans l'ouest du pays et plus précisément à la direction départementale des sports du Mono qui a organisé ce samedi la finale du festival départemental des jeux ludiques. C'est la commune d'Atiémé qui a accueilli les participants venus des 6 communes du Mono. Compte rendu signé Jonas Bouchi. Venus des quartiers de ville, des villages et hameaux du département du Mono, les participants à ce festival se retrouvent pour vivre ensemble leur passion commune pour les jeux ludiques. Tout en souhaitant une bonne partie de jeux à toutes les équipes, le représentant du maire de la commune d'Atiémé qui abrite l'événement a exhorté les participants au respect des mesures barrières de la COVID-19 lors des diverses compétitions. Nous connaissons l'importance de ces activités pour le développement mental et pour le divertissement que cela revêt. Chers participants, au-delà de jeux que vous allez jouer ici, il s'agit d'une fête. Et je voudrais que dans la convivialité et la fraternité, les jeux se déroulent très bien. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes dans un contexte particulier, l'existence de la Covid. Veuillez donc respecter les gestes barrières. Au nombre des jeux judicieusement choisis pour leur importance dans l'épanouissement psychologique et intellectuel des pratiquants, il y a aussi la course jarre sur la tête, un jeu qui se pratique dans les régions du Mono-Koufo selon le directeur départemental des sports du Mono. C'est une activité sportive, ludique, mais qui demande beaucoup d'adresse. Non seulement qu'il faut faire un bon temps, mais il faut réussir à garder les jarres sur la tête. Je ne vous parlerai pas des autres jeux comme jeux de dames qui demandent beaucoup de réflexion. Je ne vous parlerai pas de jeux de ludo, bien qu'il y ait un jeu de hasard appelle un certain nombre d'habiletés parce qu'il faut savoir déplacer ses pions pour pouvoir gagner. Un jeu, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais au-delà de tout, c'est une fête. Et c'est à la remise des prix aux vainqueurs de chaque jeu que ce festival a retrouvé tout son caractère festif. Retour dans l'Atlantique avec Eden TV et Diaspora FM qui se mobilisent contre la COVID-19. Le groupe de presse ITV International a lancé depuis ce lundi 15 novembre une campagne de vaccination contre la COVID-19. Le chef d'arrondissement de Lokossa soutient l'initiative et exhorte la population béninoise à sortir massivement pour se faire vacciner. On l'écoute. Chère population de Lokossa, occasion mais en fait, pour vous dire combien de fois la COVID-19 est une maladie dangereuse. Elle tue tout sur son passage. Cette pandémie ne connaît pas opposant ni mouvancier. Elle frappe tous les pays du monde entier. Au Bénin, cette pandémie fait des ravages. On a enregistré beaucoup de cas de contamination, malgré les gestes de barrière. C'est pourquoi je vous invite à aller se vacciner. Vous ne devez pas écouter les réseaux sociaux, ni les rumeurs, qui fait croire que le vaccin est mortel. Moi qui suis ici, je me suis déjà vacciné. J'exhorte ma population à aller se faire vacciner massivement.
Rappelons que la quinzaine lancée par Eden TV et Diaspora FM suit son cours et que vous venez de suivre le chef d'arrondissement de Lokossa parler. En page inter, quasiment un mois après le coup d'État au Soudan, le Premier ministre a retrouvé ses fonctions. Un retour au pouvoir négocié avec le général à l'origine du putsch. Une entente qui n'a pas réussi à calmer la colère des Soudanais. Des milliers d'entre eux ont encore manifesté hier à Khartoum et dans d'autres villes du pays. Voici les détails. En résidence surveillée depuis le coup d'État du 25 octobre, le Premier ministre déchu réapparaît pour la cérémonie officielle. Une cérémonie durant laquelle l'accord avec le général Abdel Fattah el-Burhan a été signé. Avec ce document, les deux hommes s'engagent à rétablir une période de transition démocratique pour le pays. Cet accord contribue, nous l'espérons, à lever les blocages internes et externes et à restaurer le processus de transition vers une démocratie durable. Nous vivons une crise depuis longtemps. Grâce à Dieu, aujourd'hui, avec la signature de cet accord politique, nous avons réussi à instaurer une véritable période de transition, comme nous l'avions prévu et comme le peuple soudanais l'avait souhaité, depuis le soulèvement d'avril 2019. Il y a 2 ans, un partage du pouvoir entre civils et militaires était instauré après le renversement de l'ancien président Omar el-Béchir. Une transition censée mener le pays vers des élections libres en 2023. Condition posée par la communauté internationale pour soutenir à nouveau le Soudan. L'accord signé ce dimanche prévoit aussi la libération des ministres et dirigeants civils arrêtés le 25 octobre dernier. Le document donne également pour mission au Premier ministre de former un nouveau cabinet avec des futurs ministres technocrates. Mais cet accord ne convainc pas les manifestants anti-coup d'État. Ils étaient à nouveau dans la rue ce dimanche dans plusieurs villes du pays. Certains s'estiment trahis par Abdallah Hamdok. Actuellement, Hamdok n'est plus accepté dans les rues. Si vous entendez les chants maintenant, ils se sont tous transformés en appel contre lui. En faisant ce qu'il a fait, il a trahi la rue. Il a trahi tous les accords que nous avions avec lui pour un gouvernement civil et une transition vers un régime civil. L'accord qui a été annoncé il y a quelques heures ne représente pas du tout le peuple soudanais, ni le sang innocent qui a été versé sur cette terre depuis 1989. Des protestataires qui n'oublient pas la répression des manifestations anti-coup d'État. Répression qui a fait plus de 40 morts selon un syndicat de médecins soudanais. La police assure n'avoir jamais ouvert le feu. Elle ne recense officiellement qu'1 mort et 30 blessés parmi les protestataires. Cap à présent en France et plus précisément en Guadeloupe où la tension est toujours très forte une semaine après le début de l'obligation vaccinale des soignants imposés contre la COVID-19. Mais le démantèlement des barrages a commencé progressivement alors que le Premier ministre Jean Castex recevra cet après-midi les élus locaux de l'île pour tenter d'apaiser la tension. La population reste quand même divisée. Écoutez. Je suis là en tant que soignante, en tant qu'individu qui revendique le droit de faire le choix de ce qu'il prend comme médicament, qui revendique le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Et je suis là en tant que femme et maman qui se bat pour ses enfants parce que je ne veux pas que les enfants aient cette vaccination qui est encore expérimentale. Là, c'est un sentiment de dégoût, c'est un sentiment de nerfs aussi parce que avec tout ce qu'on a subi cette année, on n'avait pas besoin de ça. Là aujourd'hui c'est plusieurs personnes qui vont se retrouver au chômage, c'est pas uniquement moi le gérant, donc il y a du monde derrière et puis voilà quoi, on n'avait pas besoin de ça, on est à l'approche des fêtes de fin d'année, une période joyeuse normalement et puis là ça risque d'être une période assez triste pour certaines personnes. Restons toujours en Europe où protestation contre les restrictions sanitaires hier en Belgique. Des heurts ont éclaté à l'issue des manifestations contre ces nouvelles mesures par les autorités pour lutter contre la propagation du virus, notamment à Bruxelles. Le point avec RT France. La pilule a bien du mal à passer. Les mesures imposées par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie ne sont pas du goût de milliers de Belges.
Ils étaient 35 000 selon la police dans les rues de Bruxelles ce dimanche pour dire non à la généralisation du masque en intérieur, au télétravail imposé ou encore au retour des jauges restrictives pour de nombreux événements. Il ne s'agit plus de politique, il s'agit de dominer les gens comme des animaux. Désormais, on veut juste dominer les gens, c'est ce qui est en train d'arriver, ni plus ni moins. Mais nous ne l'accepterons pas, comme vous le montrent des centaines de personnes. Mercredi dernier, le Premier ministre Alexander De Croo avait pourtant appelé la population à rester soudée. Si nous voulons éviter un confinement, nous devrons tous prendre nos responsabilités. Et nous ne sommes pas les uns contre les autres. Ce ne sont pas les entreprises contre les écoles ou contre le secteur culturel. Ce ne sont pas les jeunes contre les personnes âgées. Les contradictions ne nous aideront aucunement. Nous allons devoir le faire ensemble. Ce sont au contraire des scènes de division qui ont émaillé la capitale belge. Les forces de l'ordre ont utilisé les canons à eau en réponse aux jets de projectiles. 2 policiers ont été blessés. Pour l'infectiologue Yves Van Lethem, ce ras-le-bol est compréhensif, mais ne rend pas les restrictions moins nécessaires. Je pense qu'elles sont effectivement regrettables et qu'elles sont le témoin que la population, un peu partout dans le monde, en Europe de l'Ouest comme ailleurs, on a un petit peu marre effectivement de cette situation qui dure maintenant depuis 1 an et demi et qu'elle ne comprend plus bien la finalité des mesures qui sont encore nécessaires. Et malheureusement, ces mesures, en plus de la vaccination, sont encore nécessaires. Au cours de la semaine écoulée, la Belgique a recensé en moyenne plus de 13 000 cas quotidiens d'infection au Covid-19. Au Venezuela, victoire écrasante du parti de Nicolás Maduro aux élections régionales. Le Parti socialiste vénézuélien a remporté hier 20 des 23 postes de gouverneur ainsi que la mairie de Caracas, la capitale. Un scrutin marqué par le retour de l'opposition, mais surtout par la présence des observateurs internationaux. Une première depuis 15 ans. Les détails dans cet élément. Ce dimanche, c'est en compagnie de sa petite fille que Nicolás Maduro s'est présenté aux urnes. Des élections régionales décisives pour Caracas et pour le Parti socialiste uni du président au pouvoir. Nicolás Maduro en a parfaitement conscience. Ce qui émergera de cette élection sera bien. Cela va renforcer le dialogue politique, renforcer la gouvernance démocratique, renforcer notre capacité à faire face aux problèmes, à apporter des solutions. Après avoir boycotté la présidentielle de 2018 et les législatives de 2020, l'opposition a finalement décidé de participer au vote avec pour ambition d'impulser une dynamique positive en vue de la présidentielle 2024. Alors que le pays est confronté à une crise économique sans pareille et à l'hyperinflation, Caracas, qui espère la levée de sanctions économiques, notamment celles des États-Unis au sujet du pétrole, semble enclin à faire quelques concessions. Habituellement à cheval sur sa souveraineté, le pouvoir en place a voulu donner des gages de démocratie en acceptant que le scrutin soit observé par l'Union européenne. Une première depuis 15 ans. En tout, 130 observateurs ont été dépêchés. Avant le rapport préliminaire sur le vote qui sera rendu mardi, la chef de la mission électorale européenne s'est montrée rassurante. Jusqu'à présent, il y a eu des problèmes concernant le vote qui ont été résolus d'une manière ou d'une autre. Mais ce sont des choses que nous aborderons plus tard. Les nouvelles que nous avons sont que les problèmes sont résolus. En tout, 21 millions de Vénézuéliens étaient invités à voter à ces élections régionales. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.